Donc moi, je suis le docteur Thomas Parcy, je suis un des collègues du docteur Guerbalo. On a travaillé un petit peu sur la drépanocytose et la grossesse. Donc pour commencer, on n'a pas de conflit d'intérêt et on remercie l'invitation de l'association de Drépa 31. Donc on a voulu répondre à quelques questions qui sont relativement fréquentes par les patientes qui ont la drépanocytose et qui ont une grossesse. Donc c'est des questions, des réponses en tout cas qui ont été appuyées par les données scientifiques. Ça s'appuie aussi sur le terrain avec notamment une étude récente qui reprenait un peu comment se sont passées les grossesses de patientes qui ont été suivies à Paul de Viguier. Donc, juste pour préciser, dans cette étude, sur une cinquantaine de patientes, il n'y avait pas de patientes hétérozygotes, juste avec le trait drépanocytaire, il n'y avait que des patientes SS ou S-bêta-tal ou SC. Donc ça, c'est un petit détail. Donc, avant de parler de la grossesse, on va parler des personnes qui sont en projet de grossesse. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une grossesse en étant drépanocytaire ? On sait que oui, mais on va essayer de discuter un peu comment ça se passe. Nous, ce qu'on conseille sur le côté médical, c'est que le couple peut venir consulter avant de démarrer la grossesse. C'est ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle, donc avant de démarrer la grossesse, avant de retirer le stérilet ou d'arrêter la pilule, par exemple, pour faire le point avec le gynécologue et avec le médecin qui s'occupe de la drépanocytose, pour faire le point sur la maladie, où est-ce qu'on en est de la drépanocytose, quel type de drépanocytose c'est, est-ce que le conjoint est atteint, etc. Les éventuelles complications, par exemple au niveau de l'œil, du rein ou des prises de sang de la drépanocytose, et quels traitements sont en place, quels traitements il va falloir arrêter ou changer pour démarrer la grossesse. Et on profite de ces consultations-là avant la grossesse pour expliquer comment ça va se passer la grossesse, l'accouchement, comment ça va être surveillé et un peu aussi les transmissions possibles à l'enfant. Mais ça, Andrea Pastissier vous en a déjà parlé, donc je vais faire un peu rapide. Et pendant ces consultations, donc avant de démarrer la grossesse, on peut mettre en place des choses qui sont plus possibles après pendant la grossesse, notamment certains vaccins qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse. On en profite de voir les patientes avant pour mettre à jour le calendrier vaccinal. Donc ça, c'est des choses qui permettent de démarrer une grossesse, entre guillemets, plus sereinement, quand les choses sont déjà un petit peu préparées, et c'est tout le rôle de la consultation préconceptionnelle. Donc le docteur Guerbalo et moi-même, on en fait quelques-unes, en donnant les coordonnées juste après. Donc la plupart du temps, sauf grosse complication ou gros retentissement à la drépanocytose, la grossesse est possible et sous condition qu'elle soit bien surveillée, elle se passe bien. Une des questions fréquentes qu'on rencontre en début de grossesse, c'est comment ça va se passer pour le suivi, à quoi on doit s'attendre. Donc, il faut s'attendre à un suivi qui est intense. Il y a beaucoup de rendez-vous. Donc, il y a notamment les rendez-vous qui sont prévus avec le médecin référent de la drépanocytose. Ça, d'une part, c'est les rendez-vous un peu habituels qui sont plus rapprochés pendant la grossesse. Et après, il y a tous les rendez-vous qui sont à la maternité. Donc, c'est minimum une fois par mois. Ça peut être plus souvent, ça peut être toutes les 15 jours, 3 semaines, mais c'est minimum une fois par mois dès le début de la grossesse. Il y a une hospitalisation qui est plus fréquente en fin de grossesse à partir du 3e trimestre parce qu'on sait que c'est une période qui est un peu plus, qui a besoin d'être plus surveillée pour la maman et pour le bébé. Et donc, il y a parfois des hospitalisations de quelques jours sur le 3e trimestre. Toutes les patientes, toutes les futures mamans, elles doivent rencontrer l'anesthésiste, ça c'est indispensable. Mais quand on est porteur de la drépanocytose, il faut rencontrer l'anesthésiste beaucoup plus tôt pour faire le point sur les éventuelles transfusions, sur quelle perfusion. Est-ce que c'est une perfusion classique sur le coude ou est-ce que c'est carrément des cathéters un peu plus compliqués à poser si les veines sont déjà un peu abîmées. Ça, c'est l'anesthésiste qui fait le point du coup assez tôt dans la grossesse. Les échographies, on en fait également plus souvent avec les échographies du 1er, 2e et 3e trimestre habituel, mais aussi des échographies intermédiaires, une dernière échographie de croissance pour vérifier que le bébé grandisse bien jusqu'à la fin. Donc, il faut s'attendre globalement à une échographie une fois par mois. Et pareil pour les prises de sang, il y a les prises de sang classiques de la grossesse qu'on fait régulièrement, souvent au 3e trimestre, au 3e mois, 6e mois et 8e mois. Quand on est atteint de la drépanocytose, on surveille aussi le retentissement de la drépanocytose avec l'hémoglobine et les glucose éventuellement. Et ça, on le fait régulièrement pendant la grossesse.
il faut s'attendre du coup à avoir des rendez-vous à la maternité tous les mois avec une échographie et une prise de sang. Ça, c'est un peu le suivi classique de la drépanocytose quand on est enceinte. Il faut également s'attendre à être un peu plus fréquemment hospitalisé que d'autres mamans qui n'ont pas la drépanocytose. Donc, c'est une grossesse qui est beaucoup surveillée et on sait que celles qui sont bien surveillées, en tout cas, et qui ont un suivi qui est intense, la grossesse se passe normalement mieux avec moins de complications. On va en parler juste après. Donc, une des questions aussi fréquentes, c'est notamment pour les traitements. Est-ce que je dois changer mes traitements? Quels traitements sont possibles ou interdits pendant la grossesse? Donc, c'est aussi à ça que sert cette consultation avant la grossesse, ou en tout cas au début. C'est comme ça on fait le point sur les médicaments qui sont contre-indiqués. Il y a des médicaments qui sont contre-indiqués chez toutes les grossesses, notamment les anti-inflammatoires. Quand on est atteint de la drépanocytose, on peut avoir certains médicaments qu'on prend, par exemple, je pense au Desferal ou à des médicaments chélateurs du fer, qu'on peut avoir dans certains cas de drépanocytose. Et ben ça, on sait que c'est plutôt à éviter pendant la grossesse. Au contraire, il y a des médicaments qui sont recommandés chez toutes les femmes, par exemple comme l'acide folique ou les bas de contention. L'acide folique, c'est des vitamines de grossesse. C'est recommandé aussi chez les patients qui ont la drépanocytose, mais à une dose un peu plus forte. On peut aussi faire certains vaccins pendant la grossesse, et c'est d'autant plus indiqué quand on est atteint de drépanocytose parce que on est un peu plus sensible aux infections, et les infections peuvent être un peu plus sévères. Donc, pour éviter l'infection, on va plutôt essayer de mettre les vaccins, en tout cas de faire les vaccins régulièrement pour être bien à jour. Et chez la plupart des patientes, c'est pas systématique, mais chez la plupart, on peut également mettre de l'aspirine, qui est un médicament qui fait fluidifier un petit peu le sang. On peut le mettre en début de grossesse pour favoriser un petit peu la circulation au niveau du placenta. C'est pas systématique, mais ça se fait quand même de plus en plus. Et donc, on va parler bien sûr du cyclose ou de l'hydroxyurée, qui est un médicament qui est classique de la drépanocytose. Théoriquement, c'est un médicament qui est contre-indiqué pendant la grossesse, donc si possible, on l'arrête avant de démarrer la grossesse. Et c'est recommandé actuellement de l'arrêter au moins 3 mois avant de tomber enceinte. Mais on sait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se passer ce médicament-là parce qu'il est trop important pour elles. Et dans ce cas-là, on va plutôt discuter entre le bénéfice de continuer ou les risques éventuels de le garder. Et si c'est indispensable, on fait le point avec les différents médecins et on peut poursuivre le cyclose pendant la grossesse. Et cette balance entre les bénéfices et les risques, on sait que chez certaines patientes, il y a plutôt plus d'intérêt à le continuer qu'à l'arrêter. Parce que les risques en cours de grossesse, chez les quelques patientes qui ont eu le cyclose, il n'y a pas eu spécialement de complications. Donc, pour les médicaments, voilà, il y a certains médicaments qui vont devoir être arrêtés et d'autres qu'il va falloir, au contraire, démarrer pendant la grossesse. On va parler un petit peu des transfusions. Alors, peut-être que pardon, je suis dans le bureau de mes collègues. Pour les transfusions, peut-être que le docteur pâtissier voudra mettre un petit mot aussi, mais on sait que la transfusion, elle n'est pas systématique. En tout cas, on ne fait pas obligatoirement une transfusion pendant la grossesse, mais ça reste quand même assez fréquent. Il y a une patiente sur 2 qui va avoir une ou plusieurs transfusions pendant la grossesse. Soit d'emblée, si c'était une patiente qui était déjà transfusée d'avant la grossesse, on va plutôt poursuivre les transfusions en cours de grossesse. Ou dans certains cas, des patients qui n'étaient pas transfusés avant, mais qui ont besoin de l'être pendant la grossesse. C'est notamment s'il y a une crise vaso-occlusive importante, ou s'il y a une anémie qui est vraiment très sévère ou mal tolérée. Dans ce cas-là, on peut faire une transfusion, entre guillemets, occasionnelle en cours de grossesse. La transfusion, elle n'est pas systématique si on peut éviter, parce qu'on sait que ce n'est pas anodin et que les complications de l'hémolyse, les complications de la transfusion, elles existent. Elles sont pas très très fréquentes, mais on sait que dans certains cas, il peut y avoir une hémolyse qui aggrave en fait finalement l'anémie après la transfusion. Donc c'est pas non plus anodin. Donc, ça veut dire, si on résume, que s'il faut la faire, c'est possible, et finalement il y a une patiente sur 2 pendant la grossesse qui va en avoir besoin. On sait aussi que si on peut éviter, on essaie de ne pas le faire, s'il n'y a pas besoin. Donc il y a une petite diapo, là, ça concerne les patientes qui ont été à Paul de Viguier au cours des 10 dernières années, et on voit que, par exemple, il y a 70% des patientes à Paul de Viguier qui ont eu une transfusion, et il y en a 20
pardon, il y a 20% qui ont eu de l'hydroxyuréa poursuivi pendant la grossesse. Donc, c'est pas anodin. Et il y a un tiers des patientes qui avaient de l'hydroxyuréa au moment de débuter la grossesse. Donc, on voit que c'est pas un médicament qu'on arrête systématiquement. Parfois, quand il y a besoin de le continuer, on fait le point entre différents médecins et avec la patiente et on peut continuer. Pour l'instant, moi, j'ai pas forcément de place là, tout ça, je prends un janvier. Tu peux couper. Donc, une des questions également que les patientes nous posent, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire la patiente pour que la grossesse se passe bien? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut faire à son niveau, à part les transfusions, etc., pour que la grossesse se passe normalement? En fait, ce qu'il va falloir essayer d'éviter, c'est d'avoir une crise vaso-occlusive, une crise drépanocytaire en cours de grossesse. Et ça, il y a des choses qui sont bien identifiées pour éviter une crise. C'est déjà de bien s'hydrater. On sait que la déshydratation, c'est un facteur de risque de faire la crise. Et il y a des facteurs déclenchants, le chaud, le froid, les efforts intenses. Ça, c'est des choses que souvent les patientes, elles connaissent un peu ce qui fait déclencher la crise. Donc ça, il faut être encore plus vigilant en cours de grossesse. Pareil avec l'hydratation. On va aussi essayer d'être vigilant sur les vaccins qu'il faut faire en cours de grossesse, notamment le vaccin de la grippe et du Covid. Et ça, il faut essayer d'être à jour avant que les épidémies démarrent pour éviter d'attraper la grippe qui peut déclencher une crise. Surtout, je pense que le message clé à retenir, c'est que quand on reconnaît des signes de crise vaso-occlusive ou des crises drépanocytaires, quand on commence à reconnaître les symptômes qu'on a habituellement, les symptômes pendant la grossesse, c'est les mêmes. Donc, quand on se rend compte qu'on a des signes qui font penser à un début de crise, en fait, on conseille, nous, de se rendre rapidement aux urgences de la maternité, et bien de la maternité, hein, pas aux urgences générales, aux urgences de la maternité pour faire le point, voir s'il y a effectivement un début de crise, etc. C'est plus facile de commencer à traiter la crise drépanocytaire au début que quand elle est déjà bien installée après plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le message clé, c'est que quand on reconnaît des signes de début de crise, il faut se présenter rapidement aux urgences, quitte à être hospitalisé quelques jours pour que la crise soit traitée rapidement. Bon, bien sûr, nous, on reste gynécologue, hein, donc on va forcément parler de l'accouchement. Et une des questions qui est fréquente, c'est est-ce que va forcément y avoir besoin d'une césarienne? Donc la réponse est non. La césarienne, elle concerne une maman sur deux à peu près. Par contre, la fin de la grossesse et l'accouchement, c'est vraiment très surveillé. C'est très surveillé parce qu'on sait que c'est là où il peut y avoir justement un peu plus de crise vaso-occlusive, d'une part, et d'autre part, on sait que parfois le placenta, il est un peu moins bien irrigué, un peu moins bien vascularisé, et ça peut être des bébés qui grandissent un tout petit peu moins vite que d'autres sur la fin de la grossesse. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on programme l'accouchement. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à terme, parce qu'on sait que la fin de la grossesse, c'est là où c'est plus compliqué pour la maman et parfois pour le bébé. Donc on programme l'accouchement vers la fin de la grossesse, vers 37-39 semaines, ce qui correspond en fait au début du 9e mois. L'accouchement par les voies naturelles, c'est une fois sur deux, mais dans tous les cas, c'est forcément qu'une péridurale. En tout cas, c'est ce qu'on recommande pour justement que la douleur soit le plus bas possible. L'hospitalisation après l'accouchement, pour toutes les mamans, une hospitalisation qui est de 2-3 jours, mais quand on a la drépanocytose, on peut avoir plus de douleur ou un peu plus de mal à se remettre de l'accouchement, et donc l'hospitalisation elle est un peu plus prolongée. Il faut compter en général une semaine, parfois c'est un petit peu plus, pour surveiller la maman. Pour autant, c'est pas forcément des suites de couches après l'accouchement qui sont très compliquées. Il y a même des patientes qui peuvent allaiter normalement, à condition par contre de bien s'hydrater, parce que l'allaitement ça déshydrate beaucoup. Et l'hydroxyurée, par contre, c'est déconseillé pendant l'allaitement, donc l'allaitement est possible dans certains cas. Donc c'est pas forcément des suites de couches qui sont compliquées, mais dans tous les cas, les suites de couches sont surveillées. On a repris un petit peu les données là, c'est juste pour que ça vous parle un petit peu de manière plus concrète des patientes de Paul de Viguier de la décennie précédente. Donc on voit qu'il y a 70% des patientes là, qui ont accouché en fait à terme, entre 37 et 41 semaines. Nous, ça correspond au dernier mois de grossesse et on considère que les patientes sont à terme. Donc 70% de patientes qui ont accouché en fait à terme. Ça veut quand même dire aussi qu'il y a un tiers des mamans qui ont accouché avant le terme. On verra après qu'il y a plusieurs stades de prématurité, mais voilà. Et l'accouchement par voie basse, par césarienne, c'est 43% des patients, donc ça correspond à peu près à une patiente sur deux.
Donc, on va quand même devoir parler un petit peu des complications possibles pendant la grossesse. Elles ne sont pas systématiques, mais elles existent. Et on sait que en fait, il y a deux problématiques. C'est que la drépanocytose, elle peut compliquer la grossesse. On peut avoir une grossesse qui est plus compliquée à cause de la drépanocytose. Ou on peut avoir une drépanocytose qui est un peu affectée par la grossesse. Donc, la drépanocytose joue sur la grossesse joue sur la drépanocytose. Donc une grossesse qui est plus surveillée, et ça vous avez compris qu'il y a beaucoup d'échographies, notamment pour vérifier que le bébé grandisse bien. Pourquoi? Parce que dans certains cas, il y a ce qu'on appelle une insuffisance placentaire. Le placenta qui est en fait l'échange entre la maman et le bébé, qui fonctionne moins bien parce que les vaisseaux du placenta sont un peu moins bien irrigués. Et ça, c'est parfois lié à la drépanocytose. Donc des bébés qui grandissent un petit peu moins bien. Et même dans certains cas, ça peut également jouer sur la maman avec ce qu'on appelle la prééclampsie, qui est une maladie du placenta qui peut donner de l'hypertension pour la maman et dans certains cas d'autres complications. Et ça concerne quand même une maman sur 10. Un chiffre aussi qui est important, c'est qu'il y a quand même de la prématurité, autour de 30%, c'est ce qu'on a dit. Et la prématurité, ça veut dire qu'il y a un bébé sur 3, on va dire, qui peut être en couveuse, donc hospitalisé en pédiatrie pendant plusieurs jours, parfois un peu plus, en fonction du degré de prématurité. Cette prématurité, elle est parfois provoquée parce que la grossesse a du mal à se poursuivre à cause de la drépanocytose, quand il y a notamment, par exemple, un bébé qui grandit vraiment pas bien, ou une prééclampsie, c'est-à-dire une hypertension qui est importante, ou une drépanocytose avec beaucoup de soucis, on va dire, par exemple, il faut beaucoup transfuser, ou un bébé qui a du mal à supporter la fin de la grossesse. Dans ce cas-là, on peut provoquer l'accouchement un petit peu avant le terme. Donc c'est ça la prématurité provoquée. On sait que les complications plus graves, elles existent, elles sont moins fréquentes, mais ça existe. Et c'est pourquoi nous, on recommande, en tout cas avec le docteur Gurbalo, que ce soit des grossesses qui soient très surveillées. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très intense. C'est justement pour éviter ces complications plus graves. Si vous voulez en savoir plus sur la prééclampsie, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur YouTube. C'est la chaîne YouTube faite par la chaîne de la maternité, qui s'appelle Tuto autour de la grossesse. Ça, c'est la chaîne YouTube de la maternité. Il y a plusieurs types de vidéos. Donc, il y en a plein sur le faire pendant la grossesse, comment je surveille la tension, etc. Et notamment une vidéo, la prééclampsie, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez en savoir un petit peu plus, ça peut vous intéresser. Des vidéos qui durent 3 minutes, qui sont pas du tout techniques, hein, donc qui sont adressées aux patientes. Donc c'est vraiment pour faire comprendre à tout le monde qu'est-ce que ça veut dire la prééclampsie. Et donc, comme je disais, la grossesse, parfois, elle peut compliquer la drépanocytose, et on sait qu'il y a plus de crises vaso-occlusives pendant la grossesse qu'en dehors. Donc, il y a une femme sur deux, une maman sur deux, qui va avoir une crise drépanocytaire pendant la grossesse, qui peut parfois être grave, avec même jusqu'à 10% de syndrome thoracique aigu, c'est-à-dire que les douleurs thoraciques, l'essoufflement, etc. Et donc, dans certains cas, des mamans qui sont hospitalisées, pas seulement en maternité, mais même en soins intensifs. Donc, c'est des choses qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas fréquentes particulièrement, mais voilà, quand ça arrive, c'est des complications qui peuvent être graves, et c'est toujours pour ça qu'on recommande un suivi vraiment très intense de la grossesse. Pareil, on sait que la grossesse, même chez les patientes qui n'ont pas la drépanocytose, ça favorise les infections, notamment les infections urinaires. Sauf que quand on est atteint de drépanocytose, les infections, elles peuvent être plus sévères, en tout cas, elles peuvent donner plus de crises, etc. Et donc, il va falloir vraiment traiter rapidement quand il y a une infection urinaire, et donc il va falloir le signaler au médecin, si on a des signes de brûlure urinaire, etc., ou de fièvre. Et dernière chose, on sait qu'il y a plus de thrombose, donc de caillots au niveau des jambes ou au niveau des poumons, dans certains cas, quand on est enceinte, et encore plus quand on est enceinte avec la drépanocytose. Et donc pour nous, la prévention de tout ça, ça passe par mettre des bas de contention. Donc tout ça, c'est toutes les prescriptions qu'on fait, tous les conseils qu'on donne en début de grossesse ou en cours de grossesse, c'est vraiment pour éviter toutes ces complications-là qui sont moins fréquentes quand la grossesse est bien suivie et suivie de manière un peu régulière. Donc ça, c'est des chiffres un petit peu des patientes. Et là, par exemple, on voit qu'il y a 48%, donc une patiente sur deux, qui a présenté une crise vaso-occlusive pendant sa grossesse. Et parmi elles, il y en a quand même certaines qui ont été hospitalisées en soins intensifs. Donc c'est pas pour faire peur du tout qu'on raconte tout ça, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, mais
La conclusion, c'est que la drépanocytose, c'est pas anodin, comme elle a dit. La grossesse se passe la plupart du temps de manière correcte, on va dire, enfin de manière normale, mais à condition qu'elle soit bien surveillée, que la drépanocytose soit bien suivie. Et voilà, quand tout ça est mis en place avec bah, voilà, des rendez-vous qui sont réguliers, des échographies qui sont fréquentes aussi, les médicaments qui sont ajustés, les prises de sang à faire régulièrement, tout ça, on sait que c'est compliqué pour les patientes parce que ça fait beaucoup d'examens, beaucoup de rendez-vous, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas pour embêter les gens, c'est justement pour éviter le plus possible de complications. Vas-y, je t'écoute. Je vais couper le micro. Donc, on va parler aussi de la crise vaso-occlusive. Je sais que ça fait partie d'un topo sur la fin de la journée, mais pendant la grossesse, ça va être déjà ça va être les mêmes signes. Les signes sont identiques pendant la grossesse avec bah, les douleurs au niveau des os ou de la poitrine, la toux, l'essoufflement, ça plus au niveau thoracique, les maux de tête, la fièvre, tout ça c'est les mêmes signes en dehors de la grossesse et pendant la grossesse. Donc tout ça, ça doit amener à consulter rapidement. Et en prévention de ça, il va falloir éviter les facteurs déclenchants qu'on connaît en fait, l'infection, donc notamment l'infection urinaire, etc. Le froid, les fortes chaleurs, les efforts intenses, le stress, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on va rechercher s'il y a une crise vaso-occlusive pendant la grossesse. Donc voilà, j'ai fait un petit pictogramme avec les douleurs, la fièvre, etc., qui sont les signes classiques. Tout ça, ça doit faire consulter aux urgences de la maternité. Comment ça va se passer? C'est à peu près la même prise en charge qu'en dehors de la grossesse, sauf que l'hospitalisation, elle est quand même très fréquente, au moins pour surveiller la maman et le bébé. Dans la plupart des cas, il y a un traitement qui est antidouleur, qui peut aller jusqu'à la morphine, hein, qui est tout à fait possible pendant la grossesse. Une hydratation importante avec des perfusions. On réchauffe aussi avec les couettes chauffantes, etc. On peut mettre de l'oxygène, alors soit avec la spirométrie, vous savez, où il faut souffler dans le petit tube pour bien ouvrir les poumons en faisant les exercices plusieurs fois par jour, ou avec le masque à oxygène ou les lunettes à oxygène qu'on peut mettre en chambre d'hospitalisation. Et dans certains cas, on va faire des injections d'anticoagulants qui sont aussi tout à fait possibles pendant la grossesse. Donc c'est un peu le combo de traitement de la crise qui est un peu le même combo qu'en dehors de la grossesse, sauf que ça va se faire en maternité. Et je vais terminer avec cette diapositive pour donner un peu les coordonnées alors surtout de côté maternité parce que ça c'est plus Dr Patrici qui pourrait en parler, mais pour s'inscrire à la maternité, vous savez qu'on peut s'inscrire sur le site internet mychu.fr, inscription à la maternité. Et quand vous vous inscrivez en début de grossesse ou avant même d'être enceinte, quand vous inscrivez pour la grossesse, vous avez à remplir vos antécédents. Et notamment, si vous êtes suivi pour une drépanocytose, vous pouvez tout à fait préciser ce qui pourra enclencher dès le début un suivi adapté. Et si jamais vous voulez consulter avant de démarrer la grossesse, j'ai remis les coordonnées ici de la consultation préconceptionnelle. Avant de d'arrêter la contraception, on peut tout à fait vous recevoir pour discuter éventuellement de comment ça va se passer. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé mon diapo. J'espère que je ne suis pas allé trop vite.